Cette semaine, avec Olivier Blanchard, on va parler de la communauté Emmaüs des Essarts, dont il est le directeur, mais aussi de son parcours assez singulier, puisqu'il a été notamment le directeur des affaires culturelles de la ville des Herbiers il y a déjà quelques temps. Entre Véret et les Sables d'Olonne, c'est une rencontre atypique avec une personnalité attachante, Olivier Blanchard, directeur de la communauté Emmaüs, et dans son détour cette semaine sur TV Vendée. C'est grand, C'est bien. c'est bien grand. Oui, et c'est ce que nous recherchions. Bonjour, c'est bien, c'est Bonjour, bien. Hervé. On va en parler. Alors, je vous précise que voilà Olivier Blanchard et qu'on se connaît très bien, donc il y aura une forme de simplicité dans nos propos. Ça fait de nombreuses années qu'on se côtoie depuis que vous étiez directeur des affaires culturelles aux Herbiers, mais on en reparlera. Là, on est à Véret, je l'ai dit, dans une friche industrielle qui est gigantesque. Effectivement, 11 000 mètres carrés au sol, 2500 mètres carrés de bâtiment. Oui. Donc c'est un site industriel que nous sommes en phase d'acquisition pour créer D'achat. la future communauté Emmaüs au Pays des Olonnes, au grand Pays des Olonnes, parce que nous sommes à Véret, à 9 km d'Olonne-sur-Mer. Mais vous n'êtes pas travailleur social, Olivier Blanchard, au départ? Non, effectivement, j'ai fait différents métiers, Oui. de la culture à l'archéologie, en passant par le transport routier lorsque j'ai commencé Ah, ça, très je jeune. savais pas. Je ne roulais pas. Non, j'ai travaillé Dans une société dans de une transport société routier. de transport de messagerie, comme nous en avons beaucoup dans le D'accord. nord-est vendée. D'accord. Juste, on va reparler d'Emmaüs forcément. Mais comment vous êtes tombé dans Emmaüs il y a 12 ans? Il y a 12 ans, ma volonté était de partir, après avoir fait le tour de la question du show business, des spectacles, ma volonté était de partir travailler dans l'humanitaire. Et j'avais la possibilité de partir à l'étranger, mais mes enfants étaient petits à l'époque et je souhaitais rester en Vendée. Et donc Emmaüs a été une réponse concrète, travailler dans l'humanitaire, mais en proximité, tout en restant en Vendée, dans mon réseau relationnel. Et ça a été un excellent choix, que je ne regrette pas. Ah, vous avez bien développé la communauté, on va en reparler. On part en voiture au Sables d'Olonne, puisqu'entre parcours professionnel et personnel, vous avez un bateau au sable. Et la mer tient une place importante, notamment Sea Shepherd. Sea Shepherd, les bergers de la mer. Berger de la mer, on va en parler. Allez, Tout dans à la fait. voiture. En plus, il fait beau, on a de la chance. Alors, Olivier, hop, en avant. Attachez vos ceintures. Oui, alors, Sea Shepherd, c'est un de vos engagements. Vous avez fait un peu de politique aussi, hein. J'ai fait un mandat de maire adjoint à l'urbanisme aux côtés de Marcel Albert, qui est une personnalité vendéenne et nationale que j'apprécie beaucoup toujours, parce qu'on continue de se voir régulièrement, et qui est quelqu'un qui avait cette capacité de projection dans le futur, que ce soit du temps où il était industriel ou du temps où il était homme politique, de toujours essayer concrètement d'être 10 ans près avant les autres dans les nouvelles technologies, dans le développement durable, dans l'architecture contemporaine. Et donc j'ai eu le plaisir de travailler 8 ans sous sa responsabilité en tant que directeur du service culturel de la ville des Herbiers et 6 ans sous sa responsabilité également en tant que maire adjoint à l'urbanisme de la ville des Herbiers. Pour être très concret, vous me l'avez dit un peu avant, c'est un peu votre mentor. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Marcel Albert, pour vous, c'est un modèle. Vous êtes un homme d'expérience, hein, je crois vous l'avoir déjà dit dans d'autres cas. C'est-à-dire que vous aimez bien vivre des choses, les vivre à plein et découvrir. Quel rapport il y a entre les affaires culturelles, vos mandats politiques, Sea Shepherd et Emmaüs, quoi. C'est surprenant quand même ce parcours. Alors j'ai un autre ami commun d'ailleurs avec Marcel Albert qui est Pierre Barou, Oui, qui se plaît à dire que on a vu il y a peu de temps dans Chemin de Traverse sur TV Vendée. que la vie c'est l'art des rencontres. Ouais. Et en fait, que ce soit Sea Shepherd, Emmaüs ou la politique, c'était l'art de rencontre, de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnalités, des personnalités attachantes, et de faire les choses également. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui font les choses, et j'essaie de faire les choses. Vous aimez bien être dans la tranchée, c'est-à-dire pas regarder. Vous n'êtes pas qu'un. Enfin, vous êtes dirigeant, mais vous n'êtes pas que. Moi, quand je viens vous voir aux Essarts, à la communauté, vous êtes dans le magasin, quoi. Oui, tout à fait. Alors, cette nécessité
d'avoir fait et de pouvoir faire tout ce que vous demandez aux autres, d'une part. Et j'ai toujours, que ce soit dans la culture ou à Emmaüs, fait en sorte effectivement d'être présent avec mes collaborateurs. J'ai un souvenir très précis à l'Espace Herbauge, lorsque je dirigeais l'Espace Herbauge. En fait, nous n'avions pas de réunion de service. Par contre, à 10h et à 16h, tout le monde se retrouvait pour prendre un petit café dans le local du café. Et la régulation, le débriefing se faisait à ce moment-là. Et ça fonctionnait très bien, en fait. D'accord. Comment alors, bon, vous êtes proche forcément des détresses. Alors, avec de la détresse humaine, avec Sea Shepherd, aussi d'ailleurs, finalement, c'est une forme de militance contre la détresse humaine, et avec Emmaüs. Ça, c'est vous avez une forte fibre, j'ai envie de dire un peu sociale pour faire ça, tout ça. Humaniste. Humaniste, oui, tout en... Alors, concernant Emmaüs, j'essaie d'être exigeant avec les compagnons de la même manière que je le suis avec moi. C'est-à-dire, je considère mes camarades, compagnons, égal à moi, et donc ce que je ne me permettrai pas, je fais en sorte qu'eux ne le fassent pas. J'estime qu'ils ont nécessité d'un rapport au travail clair, à la politesse. Donc je travaille avec mes pairs et on essaie tous ensemble d'avancer. C'est du concret. Vous avez vu les publics évoluer chez Emmaüs depuis tout le temps, les détresses évoluer? Oui, en 12 ans, effectivement, on a deux grandes évolutions. D'une part, lorsque je suis arrivé il y a 12 ans, les compagnons français, nous avons deux types de publics dans les communautés, les Français et les étrangers. Les Français, il y a 12 ans, étaient encore des gens un petit peu plus marqués par des problématiques d'alcool ou autres, qui les avaient fait dévisser de la vie, entre guillemets, normale. Oui. Maintenant, nous commençons à voir un peu plus souvent des gens un peu comme monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas forcément de problématique d'addiction d'alcool ou de drogue, mais qui, suite à une perte d'emploi, suite à un divorce, peuvent se retrouver à Emmaüs. Plus dramatique, nous commençons à recevoir de plus en plus de jeunes gens. Et là, Emmaüs n'est pas une bonne réponse pour accueillir des jeunes de 20-25 ans, car le fonctionnement des communautés Emmaüs est très protecteur. En fait, on gère tout. On gère la nourriture, la protection sociale, le chauffage, on gère les courriers, l'administratif. Et si les jeunes restent trop longtemps chez nous, comme chez papa-maman, nous les désarmons, ils ne sont plus aguerris pour pouvoir affronter la réalité du monde du travail à l'extérieur, de la nécessité de gérer soi-même ses papiers administratifs, d'être rentré à l'heure de se coucher suffisamment tôt pour pouvoir travailler le lendemain. Et en fait, je dirais quelque part, pour les jeunes, une communauté Emmaüs peut être contre-productive. C'est-à-dire au bout de 3 ou 4 ans, les jeunes sont presque dans l'impossibilité de repartir à l'extérieur. Par contre, pour les plus âgés comme moi, 45-50 ans et plus, qui ne pourront plus jamais travailler dans les entreprises pour des problèmes psychologiques d'addiction, c'est une vraie réponse parce qu'en plus ces gens-là vivent de leur travail, ils ont interdiction de toucher les ACDIC ou le RSA, ils ont obligation de faire 40 heures par semaine et donc à aucun d'entre eux vous pouvez reprocher, vous pouvez leur dire vous de toute façon vous vivez de mes impôts. Non, l'ensemble des compagnons Emmaüs vivent de leur travail, car une des particularités des communautés Emmaüs, c'est de refuser toute forme de subvention de fonctionnement. Ouais. Quelle est la place de l'esprit de, comment s'appelle-t-il, de l'abbé Pierre dans votre quotidien? Il y a une... Qu'est-ce qu'il en reste de l'abbé Pierre dans le quotidien qu'est le vôtre? Petit à petit, si nous n'y prêtons garde, nous pourrions devenir des structures d'insertion comme les autres et qui pourraient perdre une partie de leur identité. Et les communautés Emmaüs étaient, comme nous étions à la marge de toute réglementation du travail, du droit du travail, de la sécurité, ça permettait des expériences et des modes de fonctionnement aussi diversifiés qu'il y a de nombre alternatives de communautés en France, ce qui permettait que si un compagnon ne se retrouvait pas dans le fonctionnement des essarts, il pouvait aller à Poitiers et s'y retrouver complètement et vice-versa. Donc on avait cette diversité de réponses et la réglementation en fait nous rattrape et fait que nous allons... C'est la tendance potentiellement ressembler à... Un des dangers serait de perdre notre identité. Ouais. Donc toujours se référer du coup
au père fondateur. Au père fondateur au départ. Est-ce que vous êtes compagnon, vous? Est-ce que vous vous sentez compagnon d'Emmaüs? Non, moi je suis salarié de droit commun. Sur les Essarts, nous avons 52 compagnons et 5 salariés de droit commun. Mais je considère les compagnons comme des collègues, des gens avec qui je travaille. D'ailleurs, lorsque nous prenons les décisions sur la vie communautaire, les décisions sont toujours prises de manière collégiale. Et je considère que la voix des compagnons est prédominante par rapport à la mienne, par rapport à celle des bénévoles qui travaillent à la communauté, car les compagnons, ne pas oublier qu'ils sont chez eux. C'est d'abord eux qui ont à décider sur des décisions qui pourraient impacter leur quotidien. En fait. Allez, musique. On va retrouver votre jeunesse. Oui, tout à fait. C'est ce que j'écoutais lorsque j'avais 18 ans. Et vous les écoutez encore? Oui. C'est Johnny Winter qui est décédé l'hiver dernier. D'accord, on écoute. Combination of Sensation and Mojo. Put those two together and see what comes out here. Alors pourquoi vous avez choisi Johnny Winter? Parce que c'est cette musique que nous écoutions jeunes Herbretais dans les années fin des années 70-80, que nous jouions. Moi, je faisais partie d'un groupe avec certains de mes camarades où nous jouions ce... Vous aviez les cheveux? On avait des cheveux, il y avait des cheveux, effectivement, et des cheveux longs. Et c'est une forme de nostalgie parce que cette époque était, me semble-t-il, moins anxiogène pour nous que ne l'est l'époque actuelle pour les jeunes. Il était facile de trouver du travail, facile de se loger, facile de trouver une voiture. Nos réelles sources d'inquiétude le lundi, c'était en fait de penser à ce que nous allions faire le week-end suivant avec nos camarades. Donc c'était relativement léger comme préoccupation. Et je pense que actuellement, pour nos jeunes, c'est plus anxiogène. Il y a moins de facilité pour eux d'être plus légers. Moi, à 20 ans, à 17 ans, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de m'organiser, de trouver un travail pour partir de chez mes parents. Et effectivement, la vie étant plus anxiogène actuellement, ce qui explique en partie que nos jeunes restent plus longtemps chez les parents, jusqu'à 25, voire 30 ans. Et on a eu, notre génération, cette chance-là d'avoir ces facilités de pouvoir trouver du travail, de pouvoir devenir indépendant et de faire des projets dans le futur. On réécoute. Faire attention parce qu'on a tendance à appuyer sur le champignon. On récupère ça. Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working, but it just don't. Olivier, alors, votre choix, ça a été la mer. Bon, notamment, je pense, pour parler de Sea Shepherd. Donc, cette association, vous l'avez découverte comment? Alors, je n'en ai pas un souvenir exact, en fait. J'ai l'impression de connaître Sea Shepherd et Paul Watson depuis toujours. Paul Watson, c'est le fondateur de Sea Shepherd, Sea qui est Shepherd. recherché dans plein de pays, lui, d'ailleurs. Qui est recherché par un certain nombre de pays sud-américains, par les Japonais également, qui est le créateur de Sea Shepherd. Paul Watson, qui était un des cofondateurs de Greenpeace, qui a quitté Greenpeace parce que, considérant que Greenpeace n'était pas assez efficace, n'intervenait pas suffisamment contre le massacre de baleines et de dauphins, donc il a créé Sea Shepherd. Comme dans tout ce que vous faites, vous êtes parti à plein là-dedans, mais que ce sont des actions, quand on dit concrètes, ça peut vouloir dire dangereuses. Alors, Les îles Féroé, par exemple. Les îles Féroé, moi, j'ai l'été dernier 12 de Des mes flics camarades partout, qui ont été
arrêtés, qui ont fait de la prison. Lorsque je suis allé au Japon, effectivement, nous avions systématiquement 24 heures sur 24, 4 policiers, gendarmes, renseignements généraux qui nous suivaient mètre à mètre avec des caméras numériques et nous avions l'impossibilité de franchir certaines zones sous peine d'aller directement en prison. Mais vous portiez en vous cette fibre écolo ? Oui, je sais parce pas que si on peut parler je d'écologie. pense qu'il faut... si, on peut parler d'écologie. c'est comme pour Emmaüs, effectivement, c'est du concret, c'est une manière de mettre en adéquation ses idées et ses actes. Et Sea Shepherd, c'est du concret. Mais ça vous apporte quoi, vous ? C'est une manière concrète d'agir. C'est également une manière de rencontrer des personnalités attachantes d'à travers le monde. Grâce à Sea Shepherd, j'ai des amis aux États-Unis, en Australie, en Hollande, aux îles Féroé. Donc un réseau de gens qui sont sensibles à la protection de la nature. On essaie à notre manière de concrètement agir en plus de parler. Allez, on embarque. Allons voir les bateaux. Voici le bateau vendéen. Ah oui, c'était obligatoire. Ouais. Tout à fait, tu vois, il n'a pas tourné de l'hiver. Alors Olivier, on aurait pu être sur le bateau de Terlin, mais on a fait une émission Columbus. déjà... Columbus. On a fait déjà une émission avec Warren Sachs, Sans détour. Je vous invite à aller la voir sur Internet. On se retrouve sur votre bateau. Quel est le rapport que vous entretenez à la mer, Olivier ? C'est l'espace de liberté. Ouais. C'est l'espace de liberté et de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si vous sortez en mer et que vous commettez une erreur technique, vous allez le payer franco tout de suite, Ouais. et ça ne sera pas de la faute des autres, ça ne sera que de votre faute. Ouais. Donc c'est ce qui, je pense, nous manque de temps en temps dans nos sociétés occidentales, et qui est... la liberté va avec la responsabilité. Ah. Et que je retrouve en naviguant avec les missions Sea Shepherd à travers le monde. Je m'attendais à ce que vous soyez un peu plus spirituel que ça. Non. Alors c'est peut-être exprimé, c'est un rapport effectivement à la nature également, aux éléments, mais bon, c'est ma manière d'exprimer ce rapport effectivement à la nature, alors peut-être à une forme de spiritualité, oui, c'est possible. Ouais. Si vous regardez un peu en arrière, quel bilan vous dressez de cette vie finalement, j'ai envie de dire riche de tous ces parcours-là. Est-ce que vous vous sentez heureux, comblé? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites je suis pas mal quand même là? Oui, moi je remercie la vie de la vie que j'ai pu avoir. Ouais. Je la souhaite. Alors tout le monde n'aurait peut-être pas voulu ma vie, mais je souhaite. J'ai réussi à réaliser mes rêves, une grande partie de mes rêves. Et donc j'espère que ça va continuer, mais tout s'est passé tel que je le souhaitais et je serais très mal placé de me plaindre lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, enfin en France, en Europe, les situations de chômage qui mettent des gens en grande difficulté, ou lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, que ce soit les conditions de vie comme en Afrique, ou de guerre comme actuellement en Syrie, en Irak, où vous avez des gens qui vivent des drames atroces. Et donc nous sommes vraiment dans cet environnement-là, les Vendéens, nous sommes des privilégiés, je pense, alors c'est pas pour... nous culpabiliser, mais il faut simplement pour qu'on en ait conscience, ne pas l'oublier. Dans 10 ans, c'est l'heure de la retraite qui sonnera. Vous vous voyez prendre la mer? Oui. Ce sera la mer? Oui, je pense ce sera non seulement la mer, mais peut-être avant 10 ans, il est fort probable que je vive à l'année dans un bateau. C'est-à-dire plus grand que celui-ci. D'accord. Là, ce sera un petit peu. Et donc, vous avez encore quelques rêves à réaliser. Oui, tout à fait, vivre dans un bateau, parce que ça vous oblige à aller à l'essentiel. Dans un bateau comme où vous vivez, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 36 choses inutiles. Donc en fait, vous ne devez aller qu'à l'essentiel. Et effectivement, l'essentiel, c'est les gens avec qui vous vivez, les gens que vous rencontrez. Ouais, vous êtes donc spirituel. Peut-être. Merci Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Sans détour. Et puis on va peut-être pas prendre la mer, mais certainement qu'on va reprendre la voiture pour retourner ramener Olivier chez lui. À la semaine prochaine. Salut.